Bonsoir chers amis et chers abonnés, je vous propose une nouvelle vidéo, toujours issue et tirée de mon blog. Elle se nomme De la réforme de soi. Je l'ai écrit le vendredi 7 octobre 2011 et elle me paraît toujours pleinement d'actualité. Donc je vais vous en lire quelques passages et les commenter. En octobre 2011, j'avais déjà publié 12 billets sur mon blog qui avait commencé en septembre 2011. 12 billets qui étaient tous très critiques envers la société, envers l'État, envers les multinationales, enfin envers tout ce dont on a l'habitude de pester contre. Et je me rendais compte que ces 12 billets, s'ils n'étaient pas usurpés et que je ne les reniais en rien, nécessitaient une grosse mise au point, que j'avais donc fait lors de cet article de la réforme de soi. Je pense que pour proposer quelque chose, il faut nécessairement se l'appliquer à soi-même, autrement ça n'a absolument pas de valeur et ni de sens. Donc mes 12 premiers billets en 2011 déjà étaient donc critiques et se basaient sur ce que je voyais et ce que j'entendais autour de moi. Tout ce genre d'informations malodorantes qui pleuvent comme des légions sur nos écrans et dans nos journaux, à la radio, un peu partout. Et donc, tout cela donnait une image parfaitement exécrable de l'État, de nos institutions, de ce qu'il la représente, et puis de toutes ces multinationales gloutonnes qui ne pensent en une seule façon, et d'une seule façon, celle du profit à tout prix. Donc ça, c'était il y a presque 10 ans, et on peut dire que rien ne s'est arrangé, bien au contraire. On a encore plein de raisons de pouvoir pester contre nos gouvernants, de pester contre d'énormes multinationales toujours plus gloutonnes et toujours plus gigantesques, comme Amazon, qui est sur le devant de la scène depuis quelques semaines, depuis le début de ce confinement étrange où on nous laisse tous aller travailler pour juste nous interdire l'amusement et toutes les formes d'amusement et de divertissement réels et possibles, autres que de rester enfermé chez soi à regarder des bêtises à la télé, par exemple. Donc, je constatais déjà qu'il n'était absolument pas trop tard pour nous de nous rendre compte qu'on a abandonné la morale à des gens qui n'en ont pas beaucoup. Et qu'il n'est pas trop tard, il n'était pas trop tard, et il n'est toujours pas trop tard de nous demander comment on pourrait se réapproprier au mieux cette morale que nous leur avons laissée. C'est quand même très singulier et très étrange de constater que tous, on préférerait voir à la tête de nos gouvernements des gens dont les qualités sont la compassion, le partage, l'amour, la tolérance, et que pourtant, ces gens-là ne sont jamais au pouvoir. Voilà. Et en parlant de ça, je pensais à une personne en particulier que je vais nommer, qui était l'abbé Pierre, qui a été pendant plus de 10 ans la figure emblématique préférée des Français. Ce qui est amusant avec l'abbé Pierre, c'est que cet homme était entré en politique, il a même été député. Et il a abandonné son mandat de député assez rapidement, et il avait expliqué pourquoi. Tout simplement parce que il s'était rendu compte que tous ses collègues de l'hémicycle ne voulaient pas vraiment complètement changer les choses et se relever les manches pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus de SDF dans la rue, par exemple, que tout le monde puisse boire et manger à sa faim tous les jours en France. Vivre des conditions décentes, avoir un salaire décent, enfin tout ce qui fait que le minimum qui nous donne la condition d'être humain qui est vraiment la nôtre. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ni plus ni moins renoncé à son mandat, il a démissionné de son mandat de député et quitté toute forme de politique en disant que il se rendait compte qu'en fait, pour tous ces gens, tout ça c'était surtout des chiffres, des statistiques. Voilà, c'était très, en fait,
très éloignés de leur réalité du quotidien, et ça restait quelque chose de très théorique pour eux et beaucoup moins pratique. Ils ne se rendaient pas vraiment compte de ce que ça représentait. Et donc l'abbé Pierre avait à ce moment-là une grande maison, et c'est comme ça qu'il a commencé à accueillir tous les gens qui étaient en détresse autour de chez lui et qui, dans l'indifférence, est en train de mourir dans un froid glacial. C'est le fameux hiver 54, si mes souvenirs sont bons, où il avait fait un appel pour que les gens eh bien, accueillent quelqu'un qui dormait dans la rue chez eux pour pas qu'il meure de faim et de soif, et surtout de froid. Et donc l'abbé Pierre ouvrait grand sa porte à ces gens qui demeuraient dans la rue et qui étaient en train de mourir de froid. Le problème, c'est que le bouche à oreille a très vite fonctionné, et toute la misère autour de chez lui venait frapper à sa porte et l'avait complètement pris au dépourvu. Donc, dans le livre biographique de l'abbé Pierre, on peut lire que rapidement, sa maison s'est transformée en un immense dortoir. Les gens dormaient dans la cuisine, dans le salon, dans la salle de bain, enfin partout. Et donc, il ne pouvait plus accueillir, tellement il avait accueilli de gens, il ne pouvait pas aller plus loin par rapport aux capacités de sa maison. Il lui était venu cette idée extraordinaire de créer les chiffonniers d'Emmaüs. Voilà, donc ça, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est qu'Emmaüs. Donc l'idée était simple, c'était d'employer tous ces gens qui venaient à lui pour aller récupérer chez les particuliers et les professionnels tout ce qui était bon pour la poubelle, de le recycler, de le retaper et de le revendre depuis sa maison au départ, et puis après depuis des entrepôts, les fameux entrepôts d'Emmaüs. Idée absolument géniale qui a très bien fonctionné et qui fonctionne toujours. Et on peut dire que rien qu'avec ce petit geste, petit entre guillemets, il avait concrètement réalisé ce que tous les hommes politiques promettent depuis des décennies, à savoir aider concrètement les gens qui en ont le plus besoin et de façon systématique et pratique. Alors c'est certain qu'on n'a pas tous le pouvoir d'abnégation et cette volonté hors du commun que pouvait avoir l'abbé Pierre. Il n'en reste pas moins que on est tous constitués exactement de la même façon que cet homme. On n'a rien de différent que lui, et il n'avait rien de différent de nous. Et de ce fait, on peut avec certitude dire que nous sommes tous capables d'apporter notre petite pierre à cet édifice de bonté qu'avait construit l'abbé Pierre. Alors, comme tout un chacun, je me sentirais pas la force aujourd'hui de porter d'entrée de jeu les énormes quantités de briques qu'il avait lui-même portées afin de consolider les fondations de ce beau monument de la bonté et du partage. Mais je me suis rendu compte et je m'en suis rendu compte donc en 2011, alors que j'écrivais cet article, que plutôt que de vouloir changer le monde et de faire tout le temps des rêves féeriques d'une société parfaite, on pourrait tous, séance tenante, ici et maintenant, là, dans l'instant, commencer par poser notre première petite brique à cet édifice de bonté. Donc voilà, pas besoin de s'imaginer en super-héros chargé comme une mule et à sauver le monde. Juste se dire, avec ma petite volonté, ma petite capacité qui est mienne, je prends juste une brique et puis voilà, je vais la transporter jusqu'à cet édifice pour construire cet édifice de partage. Voilà. Et ça, je me suis rendu compte que ça se faisait par une chose essentielle, qui est tout simplement la prise de conscience. Une prise de conscience, c'est toujours le premier pas. Le premier pas, c'est la prise de conscience. Sans prise de conscience, on ne peut rien commencer. Donc toujours cette prise de conscience. Et puis tout de suite derrière cette prise de conscience, qu'est-ce qui est essentiel ? C'est une introspection honnête et sincère. Voilà. Il faut surtout qu'elle soit honnête et sincère. J'aurai l'occasion dans d'autres vidéos de vous parler de ce travail introspectif, honnête et sincère que j'ai appris à faire au fur et à mesure des années, et comment il est venu et comment je l'ai perfectionné, et surtout comment j'ai mis en pratique tout ce que je souhaitais voir à l'extérieur. Et pour le mettre en pratique, il a fallu commencer par le mettre en pratique à l'intérieur de moi-même pour pouvoir le voir à l'extérieur de moi-même. Parce que autrement, voilà, c'est légitime, mais on est tout le temps là à formuler des critiques envers tous ceux qui nous dirigent, mais sans nous en faire trop à nous-mêmes. Et ça me fait penser à une phrase dans une chanson de Daniel Balavoine où il dit « Il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête ». J'ai toujours bien aimé cette phrase, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se cache derrière notre petit doigt, et si on peut très légitimement être tous écœurés par les magouilles de certains de nos politiques, de nos banquiers, des grands capitaines d'industrie,
tout ça, ça nous dispense absolument en rien, mais vraiment en rien d'être honnête. Voilà. C'est indéniable et on le voit encore plus aujourd'hui, hein, c'est indéniable que tout ce système est censé reposer sur l'exemplarité de ceux qui nous représentent. Et, euh, et pour qu'il fonctionne correctement et durablement, eh ben, il faut aussi que l'ensemble des membres qui constituent cette société qui est la nôtre, eh bien, ils soient respectueux des valeurs et des règles qu'ils véhiculent. Voilà. Donc il ne suffit pas de crier aux voleurs et aux corrompus et de dire tous les salauds aux poteaux, tout en faisant par soi-même preuve d'une certaine forme d'incivisme, ou alors en profitant du système en se cachant des arguments fallacieux. Je veux dire, on a tous déjà entendu, ou on l'a même toujours, on l'a peut-être même chacun d'entre nous dit au moins une fois dans sa vie, tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi? Voilà, ça c'est la grande phrase, c'est se dire, bah, tout le monde est voleur, tout le monde est menteur, tout le monde est dissimulateur, alors pourquoi moi je devrais être le dernier des imbéciles à pas le faire? Et il est normal qu'on appelle de nos voeux que nos dirigeants et tous nos grands capitaines d'industrie et tous ces dirigeants de multinationales respectent les lois et la morale. Parce que, surtout pour les politiques, c'est eux qui ont décidé de la représenter, cette morale et cette loi. Mais il est aussi normal que nous en fassions de même dans le secret de notre anonymat. C'est même absolument primordial. Parce que plus on constate que cette démocratie, elle est ostensiblement salie, qu'elle n'est plus respectée par l'ensemble de ceux qui la composent, et plus c'est décourageant, et moins on a envie d'en faire. Et c'est bien ça, c'est bien là qu'est l'énorme problème. Parce qu'au final, plus aucun d'entre nous ne se sent investi dans sa propre conscience du rôle essentiel qu'il tient dans la société. Et pourtant, chacun d'entre nous tient un rôle absolument essentiel dans cette société. Et là, cette société, qu'est-ce qu'elle nous montre le plus souvent? C'est qu'elle est ouvertement et fièrement basée sur la capacité d'enrichissement personnel, et ça au détriment de tous les autres. Plus grand monde ne semble se sentir fautif de vouloir par tous les moyens arriver à cette fin, faire de l'argent, quoi, du profit, gagner des sous, quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la visée unique de notre société, et c'est la visée unique de ce gouvernement et des précédents, c'est aller travailler, gagner de l'argent et vous pourrez vous payer des choses, quoi. Et faites du profit, quoi. C'est la phrase et le slogan qui a fait réussir M. Sarkozy et qui l'a élu président. Donc en 2011, on n'était pas très loin, donc qui était travailler plus pour gagner plus, quoi. Donc est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on est vraiment là que pour travailler plus et gagner plus? Moi, quand il disait ça, je me sentais mal à l'aise. Je me disais, mais non, je suis pas là pour travailler plus et gagner plus. Ma mission d'incarnation, le fait que j'ai décidé de venir m'incarner ici-bas sur cette terre, c'est pas pour travailler plus et gagner plus. Non, pas du tout. Je suis pas du tout venu expérimenter une existence basée sur le profit, l'argent et se payer des choses. Je veux dire, j'ai quand même une profondeur intérieure, une lumière intérieure qui m'habite et qui me dit Yann, t'es venu faire autre chose que ça, que faire un boulot et payer des factures et partir en vacances une fois par an. Et si tu as des sous loin, aux Seychelles ou aux Maldives ou je ne sais où, et avoir une super grosse baraque, une grosse voiture qui en jette, je veux dire, non, ma vie, elle est bien plus importante que ça, et ce que je suis venu faire sur cette terre est beaucoup plus important que ça. Enfin voilà, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Et puis pour revenir à notre sujet, au cœur de notre sujet, voilà, cette société, elle est donc basée sur cette notion de l'enrichissement personnel à tout prix, et puis de ces gens qui finalement représentent pas bien la morale. Et ça me faisait penser à une autre phrase très importante et cruciale de Socrate qui disait mieux vaut subir l'injustice que de la commettre. Voilà. Et donc là où je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il faut jamais qu'on oublie que le pouvoir des hommes politiques n'est que celui que nous lui donnons. Et plus les années passent et plus on donne de pouvoir aux politiques, à la politique et aux politiques, aux hommes politiques, et plus on se détache de notre responsabilité propre, et plus on leur donne le pouvoir, soi-disant, de tout régler et d'être des super-héros, qui finalement ne sont pas. C'est des hommes comme vous et moi, et ils s'investissent d'un pouvoir et d'une mission qui finalement incombe à chacun d'entre nous, quoi. Voilà, c'est ça qui est important de comprendre.
ces gens qui sont tout en haut de la pyramide, je veux dire, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que le but essentiel de ces gens, qui sont censés être les esprits les plus élevés et les plus précieux, eh bien, ce sont eux qui devraient se mettre le plus au service de la justice, de l'équité, de la morale. Ils devraient être là pour éduquer et ouvrir en nous une volonté participative à un corps social tout entier, à une meilleure société, voilà. Et au lieu de ça, eh ben, on a le sentiment qu'ils ne font que nous encourager par leur comportement à ajouter nos petites injustices quotidiennes aux leurs, quoi. Voilà, à avoir nous aussi envie d'avoir du pouvoir, de l'argent, du confort à gogo, voilà, au détriment du reste de la planète en plus. Je veux dire, de 80% d'habitants sur la planète qui, eux, n'ont rien ou quasiment rien. Et quand on voit tout ça, eh ben, évidemment, on se demande comment on pourrait bien sortir de l'impasse dans laquelle on s'est laissé entraîner. Et là, maintenant, on arrive vraiment, à mon avis, au fond de cette impasse. Et quand j'ai écrit ça en 2011, je voyais bien l'impasse dans laquelle on allait. Et là, maintenant, je vois qu'on est au bout de cette impasse. On y est vraiment, 10 ans plus tard, on est au bout de cette impasse. Et toutes les informations que je recevais en 2011 intérieurement, par ce qu'on appelle, c'est le mot à la mode, le guide intérieur, moi je n'ai jamais appelé ça comme ça, j'ai toujours ressenti quelque chose au plus profond de moi depuis mon enfance qui en effet me guidait, c'est le mot juste, mais voilà, faut pas non plus rentrer dans tous ces schémas là absolument incroyables en ce moment, de tous ces gens qui sont guidés, qui reçoivent des messages des guides. Bon, j'ai rien contre, hein, et je vois pas que je dis pas que ça soit pas possible, puisque moi-même j'ai reçu des informations régulièrement tout au long de mon existence. Personnellement, je l'ai toujours appelé la petite voix, quoi. Voilà, donc c'est un petit nom, un petit nom à moi pour la désigner, quoi. Voilà. Et ce qui est important au jour d'aujourd'hui pour sortir de l'impasse dans laquelle on est arrivé et qui arrive au bout de sa logique, eh bien, ça serait de ne plus laisser les dépositaires de la loi et de la morale continuer justement à nous laisser eh ben, continuer à ajouter ces petites injustices aux leurs, quoi. Euh, je crois que nous sommes absolument tous en pouvoir de faire un petit quelque chose. C'est vraiment important qu'on se dise ça, chacun d'entre nous, qu'on a ce pouvoir imminent de faire un petit quelque chose. Et que surtout, c'est pas qu'une histoire de pognon, de fric, et que tous les plus modestes d'entre nous eh ben, peuvent parfaitement contribuer à la construction d'un monde meilleur et du meilleur en général. Il faut tous qu'on se rende compte et que nous remesurions à tout prix l'impact que nous pouvons avoir sur la misère, et ce qu'elle soit financière ou morale. On a un pouvoir immense. Chacun d'entre nous a ce pouvoir de faire reculer l'injustice et le manque d'équité. Ça peut commencer avec des choses extrêmement simples et sur lesquelles on passe tous les jours sans faire du tout attention, quoi. Je veux dire, un simple et beau sourire à quelqu'un, si c'est quelqu'un qui est à ce moment-là qui est dans le doute de la société, du monde en général, de lui, ou de la capacité des autres à être aimants ou gentils, eh ben un simple beau sourire comme ça, ça peut éclairer une journée, quoi. Et c'est vraiment pas grand-chose à faire. Je veux dire, croiser quelqu'un et lui offrir son sourire, un sourire sincère et profond, bah ça a de la valeur. Un bonjour sincère. Alors bonjour, depuis des années et des années, je l'écris en 2 mots, bon-jour, parce que je trouve que c'est hyper important qu'on se rende compte à quel point ce simple mot, bonjour, est important. Je veux dire, quand il est sincère et qu'il souhaite vraiment en profondeur la meilleure des journées à celui ou à celle à qui on le dédie, eh ben ça demeure une chose fantastique. Et si elle est perçue par l'autre comme profondément sincère, c'est-à-dire que quand il vous entend dire bonjour, qui n'est pas juste un signe conventionnel de politesse, et que c'est vraiment dit bonjour, et que l'autre sent la sincérité de votre mot et comment vous lui souhaitez une excellente journée, ça a du sens et ça a une valeur. Par contre, par exemple, à chaque fois que j'ai été au Népal et en Inde, le namasté, le fameux namasté, mais le namasté, c'est pas juste bonjour. Nous, occidentaux, on croit que c'est bonjour, mais c'est beaucoup plus que bonjour. Ça dit la divinité qui est en moi reconnaît la divinité qui est en toi.
eh bien notre bonjour à l'occidental pourrait être quelque chose de ça. Souhaiter la meilleure des journées à l'être de lumière qui est en face de vous, en reconnaissant que vous avez cette capacité de la lui souhaiter et que vous êtes vous-même un être de lumière, quoi. C'est quand même, c'est pas rien, quoi. C'est juste même génial, quoi. Il y a d'autres choses qu'on peut faire qui sont pas grand-chose et qui sont à la portée de tous. On peut offrir notre oreille attentive à la détresse passagère d'un ami, d'une sœur ou même d'un inconnu. Et là, quand vous faites ça, eh ben, la petite brique dont on parlait, là, cette brique de gentillesse, de bonté, eh ben, elle peut être légère comme une plume et elle caressera de son duvet le cœur de votre interlocuteur, de celui que vous avez croisé. Et pourtant, c'est pas grand-chose, quoi. Donc ça, c'est vraiment à la portée de chacun d'entre nous et c'est un bon début. C'est même un très bon début. Et voilà, je pense à quoi ça sert qu'on s'insurge tout le temps contre ceux qui nous gouvernent si on n'est pas en mesure, nous, chacun dans notre vie, de montrer qu'à notre humble niveau d'anonyme, on est en capacité d'apporter quelque chose de beau et de simple à la fois à tous nos concitoyens, à tous les êtres de la planète, à tous les êtres vivants en général. Voilà, et au lieu de ça, on est bombardé d'informations anxiogènes à la télévision, dans la presse, à la radio, qui n'arrête pas de nous marteler le cerveau d'informations anxiogènes qui nous font mal et on n'est pas, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, on n'est pas du tout préparé, ni même fait, à mon avis, pour recevoir des flots d'informations anxiogènes comme ceux qu'on reçoit tous les jours. Je veux dire, c'est destructeur à souhait, c'est destructeur à souhait. Alors j'en parle même pas sur nos enfants qui vont à l'école. Maintenant, on est obligé de mettre un masque à 6 ans pour aller à l'école. Non mais c'est totalement fou, c'est totalement fou. Ces enfants, on est en train de les préparer à un monde déshumanisé, sans lien social, sans contact, sans amour, où tout semble robotisé. C'est complètement fou, quoi. Et puis ces hommes politiques et ces grands du monde, entre guillemets, eh ben, à force de nous marteler le cerveau, qui sont là pour tout faire et tout résoudre, et ben tous ces puissants entre guillemets, ils ont fini par nous mettre en tête qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit, qu'on n'est plus capable de rien par nous-mêmes. J'ai l'impression qu'on est infantilisé au maximum, qu'on n'est plus du tout en mesure de résoudre quelque problème que ce soit. Et ce qui est terrible, c'est que on y trouve peut-être chacun d'entre nous, et ben le confort de la non-volonté, quoi. On se dit inconsciemment souvent, hein, il n'y a pas besoin de vouloir, pas besoin de faire, pas besoin de s'engager, l'État est là pour ça. Voilà, et pourtant, eh ben, ce cher État, lui, il n'existe que pour gérer le bien commun, rien d'autre. Il est juste le bien commun, quoi. Donc à partir de là, comment on peut céder à la politique et à l'État la gestion complète de notre propre civisme, de notre morale, de l'éducation, de la transmission des valeurs et de la politesse? Je veux dire, tout ça, ça n'incombe pas aux hommes politiques, ça incombe à chacun d'entre nous, quoi. Après, si on va à l'extrême de cette logique, on peut aussi abandonner notre responsabilité à la gentillesse envers les autres, à l'entraide envers les autres, et puis tout, quoi. On peut tout abandonner comme ça, et puis se dire juste, oh bah tiens, ça va être beaucoup plus simple de se dire que tous ces gens sont des vendus, et nous, pendant ce temps-là, bah, d'une certaine façon, on reste des irresponsables, des incapables. Et on se dit que ben c'est pas de notre faute, quoi. C'est toujours la faute de l'autre et la faute de ceux qui nous gouvernent. Et c'est quand même une posture un peu facile que celle-là, quoi. Au lieu de ça, je pense vraiment il est temps pour chacun d'entre nous de nous rendre plus fraternels, plus attentionnés et plus solidaires les uns envers les autres. Et c'est pas parce que nos dirigeants ne le font pas qu'il n'est pas de notre impérieux devoir à nous de reprendre tout ce terrain qui est cédé, quoi. Ce devoir, c'est le nôtre de vouloir être le meilleur que possible, et ça n'incombe qu'à nous, à personne d'autre, quoi. C'est pas les dirigeants de multinationales, les hommes politiques qui vont vous faire devenir meilleur intérieurement. Je veux dire, ça, c'est le travail qui incombe à chacun d'entre nous. C'est un travail d'intériorité, d'introspection et de volonté, quoi. Et puis, il faut pas se dire, allez, je commence demain ou lundi prochain ou à la Saint-Sylvestre. Voilà, un petit peu comme quand on dit bah, j'arrête de fumer la semaine prochaine ou je commence un régime le mois prochain. Non. Ce qu'il faut se dire, c'est que ces capacités qui sont les nôtres, à la bonne volonté et à l'amour et au pardon et au partage, eh ben, ils sont en nous, et ils sont là tout de suite. Ces capacités, elles sont tout de suite là et on est tous équipés de la même façon pour accéder à ces possibilités. Et c'est ça la réforme de soi. Donc je veux dire, le titre de cette vidéo, la réforme de soi, c'est ça.
il est plus important que je m'occupe de mes devoirs personnels, et qui sont les miens, et puis laisser les droits au second plan, car ma priorité de toutes, c'est mes capacités internes, c'est ce que je suis capable de faire. Et puis, de cette façon, eh ben, j'ouvre le cercle vertueux de mon bon vouloir sans aucune arrière-pensée et pour le plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y a, pas de, c'est pas un commerce. Je suis pas en train d'échanger des belles paroles et des belles pensées pour en recevoir aussi. Je le fais parce que c'est avec mon plaisir, avec ma joie intérieure de le faire, quoi. Hein, c'est pas facile tous les jours. Et on est dans un monde qui est anxiogène, qui incite plutôt au repli sur soi, à la méfiance. Mais si on continue à rentrer dans ce chemin-là, on s'en sortira pas. On va descendre de plus en plus profond. Et Dieu sait qu'on est déjà descendu beaucoup trop profond, quoi. Alors voilà, là je me dis, hop, ça y est, j'arrête d'avoir la folle prétention de changer le monde. Et puis tout de suite, là, je me dis, bah, je vais commencer par me changer moi-même, quoi. Et c'est ça la condition indispensable à toute amélioration possible de soi, quoi. Chaque geste qui est fait avec de la simplicité de l'envie, du bon cœur, et de manière complètement désintéressée, ça, jamais personne pourra vous la retirer, vous la voler, vous la bafouer, cette envie, quoi. Euh, Même les mauvaises volontés, même les gens mal intentionnés ne peuvent pas vous enlever le bon cœur et l'amour que vous pouvez avoir pour les autres. Alors, eh ben, des choses très simples, comme on l'a dit tout à l'heure, un sourire, avoir un comportement civique, avoir de la gentillesse, donner un coup de main, ben, c'est un début facile, quoi, là. C'est quelque chose qui est à la portée de chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est nécessaire pour qu'on arrive à changer cette espèce de fatalité qui semble se présenter à nous, quoi. Si on veut vraiment espérer voir changer notre civilisation, eh ben, ça commence par chacun d'entre nous, et ça commence par le travail sur soi et en profondeur, quoi. Se décider à se mettre face à face avec soi-même, sans se mentir, surtout sans se mentir, sans resquiller sur nos propres zones d'ombre. On a tous fait des erreurs. Moi, j'ai fait plein d'erreurs, j'en fais encore. Et voilà. Et dans une autre vidéo qui s'appellera Comment prier, je vous expliquerai comment j'ai découvert, j'ai transcendé ma façon de prier ou de méditer, parce que pour moi, les deux mots sont similaires. Et ben c'était en me pardonnant à moi-même, en arrêtant de me mentir à moi-même aussi sur ce qui n'allait pas en moi, sans resquiller sur mes zones d'ombre et me dire ok, bah là quand j'ai eu ce comportement-là ou quand j'ai eu cette pensée, c'est pas glorieux, c'était très égocentré ou c'était même dans un but néfaste pour l'autre et prendre conscience de ça, se l'avouer à soi-même, se le pardonner en disant ok, c'est pas glorieux, mais là j'en ai pris conscience. Donc je vais agir et quand je verrai ce truc-là se représenter, je ferai beaucoup plus attention pour pas le laisser m'envahir et pas rentrer dans un schéma d'automatisme qui me fait d'un seul coup devenir égoïste ou méchant ou désagréable ou renfrogné. Ou... Non, non, je saisis le truc, je le vois arriver en moi et je le laisse pas me déborder et s'accaparer ma parole et mes gestes, quoi. Ça, je vous parlerai de tout ça, ce travail que j'ai pu apprendre à faire dans une autre vidéo. Voilà, en tout cas, ce face-à-face de soi avec soi-même, il est très important. Toujours dans le pardon et la bienveillance. Et je vous dirais que quand on arrive à faire ça, à avoir ces petits gestes, ces premiers petits gestes, juste de sourire, de tenir la porte à quelqu'un, de lui dire je vous en prie, passez en premier, ou des choses très très simples et à la portée de chacun d'entre nous, et ben c'est comme ça qu'on tissera comme naturellement et ensemble, fil à fil, le bel habit d'apparat de la bonté et du partage. Voilà. Et ça, eh ben, je commence à le faire dès aujourd'hui. Et je commence à le faire en ayant absolument tout à gagner sans jamais rien à y perdre. Je ne peux rien à y perdre. Si je le fais avec bonne volonté et sans échange, sans attente en retour, ce qui est difficile, je dis pas que c'est facile, hein, mais ce qui est facile, c'est de faire l'acte. Après, ce qui est plus difficile, en effet, c'est quand il n'y a pas de retour ou que le retour est négatif ou qu'il nous fait mal, de se dire ah oh non, non c'est dégueulasse, je me suis donné et puis j'ai rien eu en retour, ou même pire, j'ai eu quelque chose de désagréable en retour. Ça sera plus difficile. Par contre, faire ce geste d'un bonjour sincère, d'un sourire, d'avoir une oreille attentive, d'essayer par des petits gestes quotidiens d'aider les autres, ça, c'est à ma portée, c'est à la portée de tous. Voilà. Euh, J'avais fini cet article sur une citation de Luc du Nouveau Testament, en rappelant, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais que je n'ai pas de religion attitrée et que je ne suis pas religieux du tout. Je ne suis pas athée non plus, on aura l'occasion de parler de tout ça plus tard. Donc cette phrase de Luc en 6,31 qui dit
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voilà. Donc, eh ben, je vais conclure là-dessus. Je vous souris à tous et à toutes, puisque le sourire est quelque chose d'éminemment important. Je vous souhaite aussi le meilleur en tout temps et en tout lieu, ainsi qu'à tous les êtres vivants sur cette planète. C'est extrêmement important à mes yeux. Et si vous voulez en découvrir plus, eh bien, dans la description de la vidéo, vous avez notre site internet d'Adélaïde et moi-même, et le lien vers le blog si vous voulez lire d'autres articles. Voilà. Une fois encore, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu, et je vous dis à très bientôt.